Est-ce que là, vous voyez l'écran? Oui, Oui, alors il faut juste que vous alliez dans paramètres d'affichage, Hélène. Ouais, vous basculez. Voilà, nickel. Comme ça, là? C'est mieux? C'est parfait. ouais, c'est très bien, merci. Vous me Bon, du dites coup, quand vous voulez que désolé, je on vous passe. demandera de passer les slides. Donc, si on peut revenir aux premières planches d'anatomie, ça doit être la diapo juste après pour faire le premier appel. Encore après. Voilà, j'avais tout. Voilà. Donc, c'est bien pour faire la différence entre l'oropharynx, cavité buccale qui sont séparées par l'isthme du gosier. Donc, en gros, tout ce qui est en avant du plan des piliers antérieurs amygdaliens et du voile du palais. Donc, cavité buccale, ça va être tout ce qui est en Ah bon. avant. Et puis, l'oropharynx, les loges amygdaliennes en arrière du pilier antérieur. Et puis, la base de la langue. Donc, ce qui ressort aussi dans nos descriptions lors des RCP au niveau de la langue, c'est la face dorsale, c'est la face qui est au-dessus de la langue, et puis, le, et puis la face ventrale qui va être plutôt contre le plancher buccal en avant. On peut passer à la diapo d'après. Donc là, pour les tumeurs du larynx et de l'hypopharynx, donc les tumeurs du larynx, ça concerne le plan glottique avec les deux cordes vocales. L'étage susglottique, c'est là où il y a l'épiglotte, les ventricules et les bandes ventriculaires. Et sous-glottique, donc c'est sous les cordes vocales, et ça se continue avec la trachée. Et Ouais, l'hypopharynx. est-ce que vous pourriez montrer? Ah bah non, parce que c'est pas Ah vous qui ouais, êtes. c'est ça le Non, problème, c'est qu'on peut pas vous montrer. Ah oui, c'est ça. Euh, Vous voyez en fait là le schéma en rond, c'est ce qu'on voit du patient quand on fait la panendoscopie au bloc. Donc le patient il est allongé sur le dos. Donc ce qui est en haut du rond, c'est l'avant du patient. On aperçoit en fait les petites boules entre guillemets, c'est la base de la langue. Et donc les cordes vocales qui font l'espèce de V comme ça avec la pointe du V vers l'avant. Donc les deux traits blancs comme ça, ce sont les deux cordes vocales. Au-dessus, l'espèce d'arrondi là, en fait, c'est l'épiglotte qui va bien faire clapet. On voit que sur les deux images, il y a deux crochets en fait pour montrer le rôle du clapet de l'épiglotte où une fois c'est basculé et une fois c'est ouvert. Tout ce qui est entre l'épiglotte et les cordes vocales, c'est l'étage supraglottique. Et tout ce qui va être sous les cordes vocales jusqu'au cartilage cricoïde en dessous, c'est l'étage sous-glottique. Et après, on passe à la trachée. Le schéma vertical tout à gauche, c'est une coupe frontale du larynx où on voit en fait ce qui est tout en haut et comme ça, c'est justement l'épiglotte. Vous voyez en dessous le premier bourrelet de chaque côté où là, c'est ça les bandes ventriculaires. Ensuite, un espèce de creux comme ça, c'est ça qu'on appelle le ventricule. En fait, le ventricule, c'est cette zone qui est entre les deux bourrelets, avec le bourrelet du bas ce qui correspond aux cordes vocales et le bourrelet du haut qui correspond aux bandes ventriculaires. Et donc, tout ce qui est au-dessus des cordes vocales jusqu'à l'épiglotte, c'est l'étage supraglottique. Est-ce que c'est un peu plus clair malgré tout? Si vous mettez la diapo d'après, il y a une vue en pour endoscopie. avoir du détail sur ces deux diapos, avoir une légende. euh, Parce que les deux images, sinon, ça ne nous servira pas. Les images de l'endoscopie? On, on pourra, Les deux on pourra vous envoyer Oui, oui, le bien sûr. PowerPoint avec des... Oui, avec le avec détail de Ouais, ça marche. chaque partie. Merci. Là, du coup, elles sont annotées là, sur l'image de gauche. Donc, on voit bien les deux cordes vocales qui sont les deux traits blancs qui sont jointives à l'avant. C'est la partie haute, du coup, sur le dessin, enfin sur la photo. Et juste au-dessus, donc, c'est les ventricules et les bandes ventriculaires. En arrière, les deux petites boules, c'est ce qu'on appelle les aryténoïdes. Voilà. Et donc là, sur la photo d'à côté, on voit une tumeur sur la corde vocale droite. On voit la différence entre les deux cordes vocales avec à gauche une corde vocale qui est saine et puis cet aspect ulcéré, creusant sur la corde vocale contrôle-latérale. Ah non, je voulais passer la diapo. Est-ce qu'on peut passer à... Vous nous arrêtez si vous avez des questions.
Donc là, les aires ganglionnaires, donc elles sont divisées en plusieurs parties. Donc la partie 1A, c'est la partie sous-mentale entre les deux ventres antérieurs du muscle digastrique. La partie 1B, c'est sous-mandibulaire, donc c'est entre le ventre antérieur et postérieur du muscle digastrique. Ensuite, la partie 2A sous le muscle digastrique, 3 et 4, jugulo-carotidien moyen et inférieur. Et le curage 5, c'est l'aire ganglionnaire spinale, rétrospinale. Et donc, du coup, quand on fait un curage, en fait, on enlève en général toutes ces aires ganglionnaires en fonction de la localisation de la tumeur. Donc, pour les tumeurs de la cavité buccale, elles se drainent à partir du premier relais ganglionnaire, donc qui est le 1A ou 1B. Donc, on fait un curage complet qui emporte les aires 1A, 1B, 2A, 3 et 4 et 2B. Et par contre, pour les tumeurs de l'hypopharynx et du larynx, leur premier relais ganglionnaire, c'est le niveau 2A. Donc, on fait un curage que des aires 2A, 2B, 3 et 4. Donc, je sais pas Et si... pour la précision aussi, c'est que l'air 1A, quand on fait ça peut servir pour les classifications TNM des différentes tumeurs ou lors des chirurgies. Quand on dit si on fait un curage uni ou bilatéral, l'air 1A, elle est médiane. Donc il n'y a pas de R1A droite et gauche. Il n'y en a qu'une seule au milieu entre le triangle des deux chefs antérieurs des muscles digastriques. On peut passer à la suite. Donc pour les cancers ORL, on fait des petits rappels cliniques. Pareil, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à nous arrêter. Donc la plupart du temps, le diagnostic se fait sur une suspicion clinique parce que c'est des aires anatomiques avec des fonctions importantes. Qui vont rapidement entraîner des dysphonies, dyspnées, des dysphagies, des douleurs à la déglutition, etc. Il arrive quand même quelquefois qu'on ait des diagnostics faits de façon un peu fortuite parce qu'on a aussi des patients qui sont très peu suivis médicalement, perdus de vue et puis un peu réticents aux soins, qui arrivent aux urgences pour des symptômes ou alors des découvertes sur d'autres scanners ou échographies et des patients qui nous sont adressés. Le diagnostic, il est confirmé que de manière histologique par la biopsie, qui se fait si c'est accessible en consultation pour faire gagner du temps aux patients ou au bloc opératoire de la panendoscopie. On fait ensuite le bilan d'extension et le bilan pré-thérapeutique qui sont un peu imbriqués. Donc le bilan d'extension, qui se fera par la panendoscopie au bloc opératoire, même si la biopsie a déjà été réalisée, qui permet d'évaluer de façon un peu plus précise l'extension de la tumeur avec la palpation au doigt, voir si à la mobilisation on a d'emblée une atteinte des plans profonds, si cette tumeur est mobile et si elle nous semble résécable chirurgicalement. Ça permet aussi de faire le diagnostic, et c'est pas rare, d'autres lésions synchrones chez ces patients qui ont beaucoup de facteurs de risque. Le traitement changera si on a deux cancers ou trois à traiter en même temps. Et puis un bilan bien sûr d'imagerie avec en systématique le scanner cervico-thoracique injecté qui permet de voir l'extension locale et l'extension ganglionnaire, avec l'extension locale notamment par le scanner au niveau, par exemple, osseux, pour une cavité buccale, un oropharynx ou au niveau des cartilages laryngés. Et c'est complété par une IRM pour les tumeurs qui sont au-dessus de l'osioïde, surtout cavité buccale, oropharynx, parce que l'IRM sera beaucoup plus précis pour nous donner l'atteinte en profondeur des différentes structures des tissus mous, notamment musculaires, qui auront une incidence sur le traitement et qui vont faire passer ces tumeurs facilement de T2, T3 ou T4 en fonction de l'épaisseur d'extension, qui là va être difficile à évaluer au doigt et à la palpation. Et le TEP scanner, qu'on a tendance à faire un peu facilement, qui recherche surtout des atteintes à distance métastatiques, qui est fait en systématique pour les adénopathies métastatiques sans porte d'entrée, mais qui pour les cancers ORL, normalement, est indiqué pour les grosses tumeurs, T3, ou les tumeurs qui sont d'emblée métastatiques au niveau ganglionnaire. On peut continuer. Donc juste un petit point sur le CUP syndrome. En fait, le CUP syndrome, c'est ce qu'on appelle une adénopathie sans porte d'entrée. C'est un patient qui arrive avec une adénopathie cervicale sans tumeur
enfin, sans porte d'entrée évidente à l'examen. La première étape, c'est de rechercher la tumeur primitive qui aurait pu donner une métastase ganglionnaire. Donc pour ça, on fait un bilan en consultation déjà avec la nasofibroscopie. On demande un TEP scanner et on fait une panendoscopie avec, si on n'a pas retrouvé sur l'imagerie de tumeur primitive, on fait une biopsie au niveau de la base de langue et une amydalectomie parce qu'on peut retrouver une tumeur à ce niveau-là. Et du coup, si à l'issue du bilan, on a trouvé une tumeur primitive, là, on repasse sur la TNM de la tumeur en question. Sinon, la tumeur, elle est notée TX et du coup, c'est une métastase ganglionnaire isolée sans porte d'entrée. Et donc là, les prises en charge, elles diffèrent un peu selon les centres. Ça peut être d'emblée chirurgical avec un curage ganglionnaire. Ça peut être aussi en premier une radiochimiothérapie suivie, si nécessaire, d'un curage de rattrapage. Donc les types histologiques le plus fréquent de loin en ORL, c'est le carcinome épidermoïde, qui est d'origine épithéliale. C'est ce qu'on appelle aussi le carcinome malpilien. Et après, il y a d'autres histologies qui sont beaucoup plus rares. Au niveau des sinus, par exemple, c'est des adénocarcinomes au niveau de l'ethmoïde. Au niveau du cavum, c'est des carcinomes indifférenciés qu'on appelle UCNT. Et après, il y a aussi toutes les histologies au niveau des glandes salivaires, avec le carcinome adénoïde kystique, le mucoépidermoïde, et tout ça, c'est beaucoup plus rare. Et pour les tumeurs rares, justement, les histologies rares, elles sont présentées au REVCOR, donc c'est le réseau d'expertise français sur les cancers ORL rares. Est-ce que je peux vous poser une question peut-être à ce niveau-là? Oui, Euh, c'est Pascal à Rennes. Comment on peut, enfin, ma difficulté, c'est de faire la différence justement dans les carcinomes épidermoïdes entre ce qui est dermato et ORL. Parce que quelquefois, on a la mandibule ou on a la La, joue la et on dermato, a c'est la nappe. enfin, l'histologie épidermoïde est similaire, mais la dermatologie, c'est simplement la peau. ouais. Ça s'arrête à la lèvre rouge. Tout ce qui est lèvre rouge ou Au niveau des muqueux, muqueuses, c'est... c'est plus du dermato. Ouais, mais nous, on a, généralement, on n'a que la nappate, enfin, où on n'a pas beaucoup d'informations. Bah, Et en quand fonction on de nous la dit, localisation, si, si c'est au niveau de la lèvre rouge, c'est de la muqueuse, donc c'est ORL. Pareil, si c'est au niveau de la joue, si c'est le versant muqueux de la joue, c'est ORL aussi, alors que si c'est au niveau de la peau, là, c'est une tumeur cutanée. Et vous- ouais, mais la nappate ne nous le dit Dermato. pas, en fait. Non, la Oui, nappate là, le dit pas. non, Dans le bon d'anapath, normalement, le chirurgien qui a fait la biopsie. biopsie donne, il y a une ou deux lignes d'informations cliniques sur le site de prélèvement. Mais sur la conclusion de la nappate, ça répondra carcinome épidermoïde et sans plus de précision. Parce qu'en Ok, fait, merci. les carcinomes épidermoïdes ORL, c'est une transformation épidermoïde d'une muqueuse qui normalement ne l'est pas. Et donc, ça prend un peu le même aspect. Et les anapathes ne précisent pas, mais je ne sais pas si on a pu répondre à la question. Le seul Si, si. petit truc, éventuellement, c'est qu'il y aura peut-être un Breslow qui sera donné sur la NAPAT. Et on donne cette valeur que pour les tumeurs cutanées. Mais Ok, bon, voilà, il faut ok. commencer à aller lire les petits détails, quoi. Ouais, merci. On peut passer la diapo, s'il vous plaît. Ouais, là, vous demandiez une précision du coup sur le caractère in situ ou infiltrant ou intraépithélial. Du coup, la définition du carcinome infiltrant, c'est quand il y a un franchissement en fait, de la membrane basale, alors que quand il reste confiné à l'épithélium, on appelle ça un carcinome in situ ou intraépithélial. Donc là, sur le schéma d'après, il y a une photo sur la diapo d'après où on voit bien la différence entre les deux. Voilà, donc là, la membrane basale, elle est en violet. Et donc, quand la tumeur commence à infiltrer les tissus en profondeur, on parle de carcinome infiltrant. Je ne sais pas si on peut passer aussi à des questions. Merci.
Un autre détail sur les anapathes, du coup, qui là, pour le coup, touchent les tumeurs ORL, c'est lorsqu'on demande l'immunohistochimie avec les fameux marqueurs P16 et PDL1 et puis leur implication. Donc, le marqueur P16 témoigne d'une tumeur qui serait viro-induite, donc par le virus HPV, qui concerne plutôt les cancers de l'oropharynx et de la cavité buccale. Ça implique un changement de classification TNM pour l'oropharynx, surtout en ce qui concerne le N, donc l'atteinte ganglionnaire. On verra ça un peu plus loin. Ça serait associé à des traitements qui seraient plus sensibles au traitement médical, avec des meilleurs pronostics. Mais c'est pour l'instant au conditionnel parce qu'il y a eu quelques études, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucun changement de thérapeutique qui est associé à la découverte de ce marqueur P16. Donc, nous, on l'a en coin de la tête et on espère que ça se passera mieux pour le patient qui a ce marqueur-là positif, mais le traitement est censé être le même. Et puis, je ne sais pas si le professeur Castelli, après, insiste plus sur les chimio et immuno, qui sera probablement bien plus informatif que moi, mais ce qu'on demande lorsqu'on cherche le facteur PDL1 et le score CPS, c'est pour évaluer une éventuelle réponse à l'immunothérapie. Les marqueurs PDL1, en fait, alors, en gros, les cellules tumorales sont censées être reconnues par les cellules immunitaires physiologiques et être détruites par des processus inflammatoires. Il y a certaines cellules tumorales qui ont des marqueurs de surface, notamment le PDL1, qui vont inhiber ça. Et lorsqu'on cherche ce facteur PDL1, c'est pour savoir si on peut instaurer des immunothérapies qui lutteraient contre ce facteur PDL1 et qui permettraient de favoriser la réponse immunitaire contre ces cellules tumorales-là. Et les immunothérapies, en fait, on s'attend à avoir un score CPS au moins supérieur à 1 pour pouvoir proposer ce type de traitement. On peut passer à la suite s'il n'y a pas de questions. Donc là, on a refait un petit point sur les TNM. Donc les TNM, elles sont spécifiques à chaque localisation tumorale, mais il y a quand même des généralités. Globalement, ce qu'on classe T1, c'est une tumeur qui fait moins de 2 cm. Entre 2 et 4 cm, elle est classée T2. Plus de 4 cm, c'est T3. Et ensuite, T4, c'est quand il y a une atteinte des structures profondes, notamment les muscles ou les os. Il y a juste pour le larynx où c'est un petit peu différent. T1, quand ça concerne un seul étage. Donc, tout à l'heure, on vous a décrit les étages susglottiques, glottiques et sous-glottiques. Donc, T1, il n'y a qu'un seul étage qui est atteint. T1A, une seule corde vocale. T1B, deux cordes vocales ou la commissure antérieure ou postérieure. T2, ça atteint deux étages du larynx. T3, ça veut dire que le larynx n'est plus mobile, il y a une fixation d'une corde vocale. Et T4, c'est quand ça dépasse en fait le larynx que ça atteint le cartilage, notamment le cartilage thyroïde ou le cartilage cricoïde. Et du coup, c'est pas que extra-laryngé. Mm. C'est s'il y a une atteinte des structures cartilagineuses ou si ça les dépasse. On n'est pas rentré dans les détails, mais c'est pareil, c'est pour pas faire un topo de 2 heures et demie, mais s'il y a des questions, faut pas hésiter. Pour les ganglions, en N1, on parle des ganglions uniques petits, de moins de 3 cm. Les N2 sont classés en trois parties, avec N2A, toujours un ganglion unique, mais entre 3 et 6 cm. N2B, plusieurs ganglions qui restent du même côté de la tumeur et inférieurs à 6 cm. Et N2C, avec des ganglions qui sont également pathologiques en controlatéral. Et les N3, on les classe en deux en fonction donc de la taille du ganglion, avec un ganglion N3A il fait plus de 6 cm, et N3B dès qu'il y a rupture capsulaire, sans qu'il soit question de taille ganglionnaire. La rupture capsulaire, ça peut être clinique ou radiologique. Si on voit d'emblée qu'un ganglion envahit la peau ou est adhérente à un muscle, et puis bah, c'est souvent confirmé par l'imagerie. On peut continuer.
Là, juste petite précision, parce que du coup, pour les cancers de l'oropharynx qui sont P16 positifs, la classification des adénopathies est un petit peu différente. Là, il y a juste N1, N2, N3. N1, c'est les adénopathies homolatérales, c'est-à-dire du même côté que la tumeur, qui font moins de 6 cm. N2, dès qu'il y a des ganglions de l'autre côté ou des deux côtés. Et N3, dès que ça fait plus de 6 cm. Il y avait une question sur le délai de la prise en charge, donc il faut bien sûr qu'il soit le plus court possible. On parle de 1 mois entre la première consultation donc en centre spécialisé et le début de la prise en charge. Donc on se bat un peu contre ça, sachant que pendant ce délai-là, il faut que si possible, dès la première consultation, on ait pu faire la biopsie, ce qui permet de gagner du temps, organiser tout le bilan d'extension locale et à distance dont on a parlé, éventuellement une panendoscopie sous anesthésie générale. Euh, Obtenu les résultats de la NAPAT, les résultats des différents examens d'imagerie, présenter le dossier en RCP, vu le patient en consultation d'annonce, parfois plusieurs fois, parce que lorsqu'on annonce le cancer plus le traitement avec leur suite de laryngectomie, etc., ça arrive qu'on ait besoin de les revoir 1 ou 2 fois, accompagnés, etc., avec des consultes orthophonistes, etc. Et puis de programmer le bloc. Donc, faire tout ça en 1 mois, ça demande une sacrée organisation et puis pas mal de coups de fil pour avoir les consultats Nest, les places au bloc, etc. Mais en gros, voilà, si possible, inférieur à 1 mois, c'est parfois difficile de tenir ce délai-là, mais c'est ce qui est recommandé. On peut continuer. Les traitements, donc, c'est globalement toujours chirurgie si résécable et toujours à adapter au patient, à ses souhaits, à son état général, etc. Par exemple, une petite tumeur du larynx qui est résécable, parce qu'accessible, on peut recommander la chirurgie en première intention, mais avec des retentissements sur la voix, etc., qui vont parfois nous faire préférer une radiothérapie chez un patient qui est un stit, chanteur ou je sais pas, qui a besoin de sa voix. Euh, la chirurgie, il y a parfois la radiothérapie seule, donc notamment pour les cordes vocales. Quelques exemples peu fréquents, mais de curithérapie, notamment pour les tumeurs justement, lèvres rouges, parfois langue ou autres, mais qui restent quand même assez rares. Radiothérapie, radiochimiothérapie concomitante pour les tumeurs qui sont d'emblée inaccessibles à la chirurgie, ou alors qui auraient des conséquences fonctionnelles importantes, par exemple l'oropharynx. Un patient pour une petite tumeur de l'amygdale faisable techniquement, mais qui nécessiterait une chirurgie lourde en venant fendre la mandibule avec une reconstruction par un lambeau libre, avec trachéotomie, une sonde de gastrostomie, etc., et rééducation. Et ben, c'est vrai que pour ces patients-là, parfois, on préfère, et puis ça discuter avec le patient, mais un traitement par radiochimiothérapie qui aura parfois des conséquences un peu moins importantes. Et puis, bah, il y a des fois où c'est un peu entre les deux, avec un traitement chirurgical qui peut être suivi de radiothérapie, plus ou moins chimiothérapie, en fonction de la taille de la tumeur, de la listologie définitive avec la notion de nombre de ganglions atteints, de rupture capsulaire, tous les facteurs de risque de rechute locale ou à distance. Et puis entre tout ça, il y a le protocole de préservation laryngée pour les tumeurs T3 du larynx, donc localisé avec un larynx qui est immobile mais un cartilage qui n'est pas atteint, où on peut proposer un traitement médical et puis qui est réévalué et qui permet un peu de tester la radiochimiosensibilité de cette tumeur pour voir si on peut proposer à ce patient, en cas de bonne réponse, un traitement médical qui lui permettra de garder son larynx et d'éviter une laryngectomie totale. Et puis bah, bien sûr, il faut toujours prendre en compte donc, le T et le N, et puis surtout adapter ça au terrain du patient, parce que sur des terrains compliqués, on a souvent, nous, tendance à pas vouloir les opérer en prenant en compte les complications chirurgicales, et puis bah, nos collègues oncologues ont des difficultés à les traiter parce qu'ils pensent aux complications des chimiothérapies, donc il faut souvent trouver des compromis entre les deux.
On peut passer à la suite s'il n'y a pas de questions. Là, c'est pareil, je pense que le professeur Castelli fera peut-être petite précision, mais en résumé, ensuite, si on a d'emblée un cancer qui est métastatique ou en rechute métastatique avec traitement palliatif, donc il y a les chimiothérapies de première ligne avec différents protocoles, extrêmes ou TIPEX, ou maintenant, possibilité de pembrolizumab, plus ou moins associé à la chimiothérapie en fonction du score CPS dont on parlait tout à l'heure, avec d'autres lignes donc, d'immunothérapie en deuxième ligne ou en troisième ligne avec le méthotrexate. Le traitement des récidives, on reprend un petit peu à zéro. Il arrive d'avoir des récidives localisées qui peuvent être reprises chirurgicalement. Ça, c'est l'objectif et puis c'est l'idéal parce que ça permet, si c'est des patients qui ont déjà été traités par radiochimiothérapie, bah, ça permet de traiter quand même le patient qui ne pourrait éventuellement pas être réirradié. Et si c'est un patient qui n'avait pas bénéficié encore de radiochimiothérapie, ça permet aussi de garder ses cartouches pour plus tard et une éventuelle deuxième récidive. Et puis bah, sinon, c'est toujours à discuter. Donc radiochimiothérapie en fonction de l'état du patient, savoir si le patient a déjà été irradié, à quelle dose, etc. Et puis bah, sinon, on passe au traitement palliatif vu plus haut. Et puis dans la prise en charge, donc toujours prise en charge globale, mais qui est aussi souvent à discuter en RCP, c'est bien d'emblée prévoir la gastrostomie, l'évaluation oncogériatrique, nutritionnelle, etc. Tout ça, ça rentre aussi dans le fameux mois entre le diagnostic et le traitement. Il faut que le patient, s'il doit débuter sa chimiothérapie, ait déjà la chambre implantable, la gastrostomie, etc. Et puis aussi discuter en RCP, anticiper les complications. Nos patients ORL, chez qui on suspecte une possibilité de dyspnée en cours de radiothérapie, une tumeur avec érosion vasculaire et un saignement. Il faut que dès la première RCP, on ait anticipé savoir ce qu'on fait si ça saigne, ce qu'on fait s'il est en dyspnée, est-ce que c'est un patient qu'on trachéotomise ou pas, est-ce que c'est un patient qu'on embolise ou pas, parce que ça arrivera toujours dimanche à 3 heures du matin et on sera un peu tout seul. On peut continuer. Du coup, il y avait une question sur les tumeurs auriculaires. Pour la localisation, du coup, il faut bien différencier les tumeurs donc cutanées au niveau du pavillon de l'oreille et du conduit auditif externe et les tumeurs au niveau de l'oreille moyenne qui concernent du coup la caisse du tympan, le tympan ou l'intérieur de l'oreille moyenne ou la trompe de Stache. Et du coup, c'est deux choses bien distinctes. On a mis un schéma juste après si vous voulez passer la diapo. Oui, donc ça c'était les localisations sinon des tumeurs auriculaires. Donc c'est le méa auditif externe, l'oreille moyenne, et après il y a aussi, ça peut être aussi au niveau du conduit auditif interne ou des structures vraiment internes comme le rocher ou le sac endolymphatique. Ça c'est des tumeurs très rares qu'on voit très peu. Du coup sur le schéma d'après, donc là. Les tumeurs cutanées, ça concerne que le pavillon de l'oreille, donc on voit sur la droite, le conduit auditif externe. Et après, sinon, au-delà du tympan, c'est ce qu'on appelle l'oreille moyenne, avec la caisse de l'oreille moyenne qui contient les osselets. Et l'oreille interne, donc c'est la cochlée et le vestibule. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions sur l'anatomie. L'oreille externe, ça va en fait de le pavillon, donc c'est juste ce qui ressort de l'oreille, où là c'est plutôt justement cutané, et le conduit auditif externe qui va justement depuis le pavillon jusqu'au tympan. On peut passer à la suite. Du coup, au niveau du conduit auditif externe, il y a deux catégories de tumeurs. Donc, les tumeurs de type épidermoïde, donc c'est celle dont on parlait tout à l'heure. Il y a les carcinomes épidermoïdes, les carcinomes verruqueux, basocellulaires et épidermoïdes basaloïdes. Et il y a un autre type du coup de carcinome, c'est les carcinomes de type glandulaire qui sont développés au niveau des glandes sous l'épiderme et au niveau des glandes cérumineuses notamment. Donc là, c'est des histologies plus rares aussi, carcinome adénoïde kystique, adénocarcinome cérumineux et même des carcinomes de type salivaire.
Pour le conduit, il y a une TNM aussi, du coup, pour les tumeurs T1, c'est les tumeurs qui sont limitées au conduit auditif externe, mais sans atteinte osseuse. Les T2, il y a une petite atteinte osseuse sur moins de 5 mm. Et T3, soit c'est une atteinte osseuse supérieure à 5 mm, ou alors il y a une extension à l'oreille moyenne, donc au-delà du tympan, ou alors une paralysie faciale, parce que le nerf facial, ça on ne vous l'a pas précisé, mais le nerf facial passe à l'intérieur de la caisse de l'oreille moyenne et aussi à l'intérieur du rocher. Et T4, là, c'est quand il y a des atteintes donc, sur les structures au-delà. T4A, les tissus cutanés, la parotide, l'articulation temporomandibulaire, la fosse infratemporale. Et T4B, c'est étendu à l'oreille interne, à l'apex pétreux. Et T4C, il y a une atteinte de la dure mère. Les symptômes, ils sont non spécifiques, hein, c'est des symptômes. Les patients ils consultent pour des douleurs au niveau de l'oreille, des écoulements, des saignements d'oreille, sensation de moins bien entendre, des acouphènes, ou alors une masse en avant de l'oreille ou en arrière de l'oreille, ou une paralysie faciale. Et pareil, chez des patients qui ont des otites externes qui répondent pas bien au traitement, il faut se méfier d'une tumeur sous-jacente et réaliser une biopsie au moindre doute. Le diagnostic, donc déjà on le suspecte à l'examen clinique. Si on voit une lésion bourgeonnante à l'intérieur du conduit auditif, on complète l'examen avec un audiogramme et des explorations vestibulaires, donc pour exploration des vertiges. On demande un bilan d'imagerie avec un scanner et une IRM. L'IRM elle est plus précise pour voir certaines zones, et notamment la fosse infratemporale, qu'on voit pas bien sur le scanner. Et comme pour les autres tumeurs, le diagnostic il est confirmé sur une biopsie qu'on peut faire en consultation sous microscope. Et parfois, il y a besoin de le faire sous anesthésie générale. Le traitement pour ces tumeurs-là, il est surtout chirurgical dès que c'est possible. Et il y a souvent besoin d'une radiothérapie post-opératoire. Pour les T1, T2, T3, globalement, c'est toujours chirurgical associé à de la radiothérapie. Et T4, c'est chirurgical si c'est possible, si ça ne s'étend pas trop aux autres structures avoisinantes. Sinon, c'est radiochimiothérapie ou radiothérapie palliative. Après, là, on fait un tout petit point sur les tumeurs de l'oreille moyenne, mais c'est des tumeurs qui sont très rares et c'est des types histologiques complètement différents. Ça peut être des tumeurs carcinoïdes, des adénocarcinomes ou, dans de rares cas, des paragangliomes qui sont parfois malins. Et les symptômes, du coup, c'est un petit peu les mêmes. C'est des symptômes qui ne sont pas spécifiques. Ça peut être des saignements d'oreille, des douleurs d'oreille, une baisse d'audition, des vertiges, une paralysie faciale. Et après, il y a d'autres symptômes si la tumeur est plus étendue, notamment étendue au niveau des nerfs crâniens ou en intracrânien, avec du coup des troubles visuels, des troubles des fonctions supérieures, des troubles de la marche. Le diagnostic, c'est pareil, donc clinique, imagerie avec scanner, IRM et biopsie. Et le traitement, c'est le même principe, c'est chirurgical dès que c'est possible, associé à une radiothérapie. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Et c'est juste au niveau de l'oreille moyenne, il y a aussi les métas, on n'en a pas parlé parce que on peut être concerné, mais découvrir que c'est une méta d'un cancer pulmonaire ou cancer du sein, qui sont assez fréquents aussi au niveau des rochers. Très bien, merci beaucoup. J'avais pas besoin d'intervenir, c'était très bien, hein. Sur les chimios, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à ajouter. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières? On est vraiment désolé, c'est vrai que ça aurait été plus simple si on avait la souris, mais j'ai même pas testé avant parce que ça marchait tout le temps. Alors je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je suis désolé. Bon, mais c'est comme ça marche toujours, sauf quand... Ouais, mais je sais pas. Sinon, c'est pas drôle. Toujours Pascal, à Rennes, on a parlé des tumeurs auriculaires et moi, c'est les tumeurs rétro-auriculaires. Du coup, là, c'est Ou- surtout des tumeurs cutanées qui se développent aux dépens de la peau derrière l'oreille. Je pense que c'est... Ok, c'est toujours cutané, d'accord. Si c'est derrière l'oreille, oui, ça concerne la peau, ouais, Et le rétro-auriculaire, vous le faites descendre jusqu'où?
Bon, c'est en gros tout ce qui est en regard de l'os mastoïdien, quoi. D'accord. Oui. Ça descend pas plus bas dans le cou, en fait. Dans Bah, la... après, c'est cervical. En gros, oui, Ok. rétro-auriculaire, ça va jusqu'au bas jusqu'au lobby de l'oreille, quoi. Ouais. En gros, Merci. c'est la zone sans cheveux derrière l'oreille, en gros. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, c'est ce que vous disiez, hein. C'est vrai on n'a pas beaucoup de marqueurs biologiques ou moléculaires par rapport à d'autres localisations. Notamment, quand on voit dans le poumon toutes les mutations qu'ils recherchent. Tout là. Voilà, donc, on a notre P16, même si ça influence pas pour l'instant la Il y en a décision peut-être thérapeutique derrière. dans les glandes salivaires, je sais pas, mais c'est pareil, il n'y a pas trop de... Au niveau des chimios, est-ce que ça a des implications ou pas? Il y a quelques mutations qui sont recherchées, mais on rentre vraiment dans des espèces de rareté, ou après, bah, de temps en temps aussi, sur certaines histologies très rares, aller chercher l'HER2, mais bon, voilà, on est sur du 0,1% de pathologie. Ouais. Comme vous l'avez dit, le plus gros de ce qu'on voit en ORL, c'est les carcinomes épidermoïdes. Mm. Et on reste assez limité, même si on a un peu plus de traitement systémique. C'est vrai que ça fait plaisir de voir un topo d'ORL où il y a une troisième ligne qui apparaît. On a longtemps été une chimio et c'est fini. Euh, et même si ça va probablement aussi bouger sur les immunos néoadjuvants et adjuvantes, on a des choses qui sont en train d'arriver, d'encadrer la chirurgie avec de l'immuno. Après, Eh, je sais pas s'il y avait. Ouais. toujours Pascal Arène. Quels sont les incidents, enfin, est-ce que l'incidence évolue et quels sont les facteurs de risque nouveaux, peut-être hors alcool, tabac, qu'on connaît plus? Est-ce que il y a des recherches ou des études plus précises? Non, bah, De nouveau, non, pour l'instant, non. Il y avait la question des cigarettes électroniques, mais j'ai pas encore vu, moi, de trucs qui étaient ressortis sur ça. Mm. L'épidémiologie, bah, c'est toujours la tendance avec plus de... ça continue à croître un peu chez les femmes et à diminuer un peu chez les hommes, et puis... Mais, plus de cancer HPV lié et que. avec Mm. HPV qui augmente un peu, ouais. Mais pas de grosse révolution ou Mm. de grosses Ok, nouveautés encore. merci. Voilà, l'HPV et la vaccination. Il faut vacciner les gens. Oui, Mm. Voilà, c'est quelque chose. Et, à la fois, voilà, il y a le col, mais effectivement, l'ORL et la vaccination HPV pour les cancers ORL, on en a un peu moins en France et en Bretagne. On a encore le profil un peu classique, on va dire, d'ORL. Mais si on prend les États-Unis, ils sont à 80% maintenant, 90% d'HPV, le cancer HPV induit. Euh, Probablement, l'évolution va se faire pareil. Et c'est vrai que là, de se dire qu'on a un vaccin qui permet d'éviter d'avoir le cancer, c'est quand même pas mal. mm. Mais est-ce que pour le vaccin, c'est toujours préconisé pour les ados ou du coup, ça vaut le coup de le faire plus tard? Enfin, C'est encore indiqué chez les ados pour que ce soit avant Les premières. premières relation. primo-infections, quoi. Ouais. Chez les adultes, que globalement, pour le moment, on est déjà contaminé. Mm. Mm. Donc, en tout cas, on l'a C'est déjà trop eu. tard. On l'a déjà eu. Après, ce qui s'est chronisé, on peut espérer que non, mais voilà. Le but, c'est d'éviter la primo-infection. Ok. Mhm. Pas d'autres questions?
pour nous. Ok. Donc on vous renvoie le PowerPoint avec les légendes si Ouais, si vous pouvez, c'est gentil. et ouais, on va se Ouais. faire ça. C'est vrai que l'anatomie ORL, c'est pas évident. Si on retrouvait. Ouais. Bah ouais, on va. Euh, Mais là, du coup, c'est vrai aussi que oui, on a eu cette liste des questions un peu tard par rapport au moment où avait été programmé le cours et du coup, on a été un peu pris de court aussi pour ouais, les. ouais. On Non, vous mais fait ça au propre. c'est vrai que même des fois, il y a un peu qu'est-ce qui est de l'ORL, qui est pas de l'ORL, entre ORL, TQS. Euh, Effectivement, une sémantique des fois qui. Puis ça peut Ouais, même puis être. l'anatomie est parfois un peu obscure, donc non, pas de souci. Très bien. Bon, merci d'avoir pris le temps pour cette présentation. Eh ben, de rien. Bonne Et journée. merci à tout le monde. Merci. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci.